Bon, on va commencer puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je crois qu'il faut optimiser. Donc, j'étais censée introduire en faisant un peu une présentation des gens et de la problématique, mais je crois que je vais passer directement la parole à mes deux co-animateurs et puis ensuite aux gens qui présentent. Donc, moi, je suis Hélène Révalette, maître de conférence en économie au LAMETA. Donc, je m'intéresse à toutes les questions justement d'évaluation économique, mais aussi de perception et notamment de prise en compte de l'environnement dans les projets territoriaux de développement local, de planification territoriale et questions de gouvernance. Voilà. Donc, je passe la parole aux deux co-animateurs et puis on va entendre ensuite deux interventions du parc marin de la Côte-Bleue et du parc naturel régional de Camargue. Merci. Donc Jean-Laurent Lucchesi, directeur des Amis des Marais du Vigra, qui gère la réserve naturelle des Marais du Vigra. Donc vous m'avez entendu ce matin. Donc les projets que nous pilotons sont des projets environnementaux intégrés dans leur territoire en développant un projet économique et social. Bonjour, on va essayer de faire. Donc on a en fait 1 heure pour terminer cet atelier. Donc mon nom est Nicolas Pascal. Je suis économiste de l'environnement et aussi spécialisé en finance de la biodiversité. Mes expériences ou mes projets actuellement couvrent tout ce qui est financement avec le secteur privé des aires marines protégées, dans un cadre hors France pour le moment, mais on espère bientôt en France. Voilà. Donc le but de l'atelier est évidemment de relier tous ces thèmes qu'on a vus aujourd'hui sur pourquoi évaluer les bénéfices économiques des AMP, qu'est-ce qu'on a fait avec ces analyses aussi. Je pense que là, on peut faire un peu plus de retour d'expérience. Les analyses, on en parle, on disait qu'il y avait déjà plus de 10 ans qu'on en parlait des analyses économiques de la biodiversité, des analyses des AMP. Je pense qu'aujourd'hui, on a des jolies plaquettes, on a des jolis résultats. Qu'est-ce qu'on en a fait? Quels ont été les résultats? Est-ce qu'il faut encore attendre un peu plus? Donc voilà, tout ça et 10 000 autres questions qui vont apparaître pendant cette brève session. Merci. Parole au parc Camargue ou bleu? Bleu, on commence par le bleu. Effectivement, on nous a demandé de faire un retour d'expérience sur ces aspects socio-économiques au sein du parc marin de la Côte-Bleue. Ce sont des aspects qu'on n'a pas pu étudier de façon organisée. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on a rassemblés que je vais vous présenter très rapidement. Donc en 6 minutes, je chronomètre. On y va. Le parc marin de la Côte-Bleue, c'est tout près d'ici, c'est le nord de la rade de Marseille. Il existe depuis 30 ans, c'est une initiative des collectivités territoriales qui, dès le départ, ont conçu un projet de territoire avec les pêcheurs professionnels dans un but de valorisation de la ressource halieutique. Dans ce cadre, nous avons créé 2 zones marines protégées et un ensemble de récifs artificiels et particulièrement d'obstacles au chalutage. Des zones marines protégées qui sont des réserves, des zones de non-prélèvement avec un effort de surveillance important. Nous sommes dans un contexte urbain, proche de Marseille, également industriel, avec Fossé Marseille, le grand port maritime, une pression de pêche élevée avec la proximité du Rhône, et donc un ensemble de pressions qui sont certaines sur le milieu. Donc nous avons mesuré l'effet réserve, ça a été présenté tout à l'heure par Catherine Piante, et donc je ne vais pas y revenir dessus, c'est exactement les mêmes chiffres que ce qu'elle vous a présenté. C'est des longues séries qu'on essaie de maintenir au parc, c'est très important. Nous avons également pu bénéficier sur la Côte-Bleue d'études qui ont été d'initiatives d'études européennes ou nationales qui nous ont permis d'accéder un petit peu à un certain nombre de chiffres et de données sur les usages et les prélèvements, notamment de la pêche professionnelle, de la pêche de loisirs, les retours économiques, notamment auprès des structures de plongée, de la pêche de loisirs, avec un certain nombre d'éléments factuels sur les budgets qui sont consacrés à ces activités. Nous avons également des chiffres sur les prélèvements annuels de la pêche professionnelle et de la pêche de loisirs, et donc un ensemble de choses qui sont des faits et que l'on a un petit peu de mal à relier à notre action de gestionnaire
en quoi les 2 réserves, les récifs artificiels et l'ensemble des actions qui sont menées par le parc influent sur ces données. C'est premièrement par la perception qu'on a pu voir qu'il y avait sûrement des choses à approfondir avec les effets des réserves sur l'environnement qui est considéré comme largement positif auprès des différents usagers. L'effet des réserves sur leur propre activité qui est également jugé positif pour les pêcheurs professionnels et pour les structures de plongée. L'effet des réserves sur l'économie qui là est beaucoup plus mitigé avec des avis qui sont partagés et une difficulté certaine à appréhender la question, aussi bien pour donc ces usagers du milieu que d'ailleurs pour nous. Ensuite, il y a un certain nombre de faits que je vais simplement citer qui sont des éléments qui peuvent indiquer qu'il y a une acceptabilité du milieu par les structures économiques et une acceptabilité de l'aire marine protégée par les structures économiques et qui donc montrent qu'il y a très certainement des impacts au-delà de simples chiffrages que l'on peut faire. C'est la forte adhésion des pêcheurs professionnels qui ont renouvelé à de nombreuses reprises les réserves, les zones de non-prélèvement, qui sont en fait des cantonnements de pêche. Et donc, en 2014, ils ont accepté un renouvellement sans terme précis de ces réserves. Donc, ils ont accepté de les instituer dans le paysage local comme outil. Non, c'est pas les 6 minutes, non. De les accepter comme outil permanent de gestion du milieu. Les pêcheurs estiment également être bien associés au processus de décision du parc marin. Effectivement, ils font partie du comité syndical. On note également qu'après 30 ans d'existence du parc marin, le nombre de pêcheurs en activité a connu une relative stabilité si on le compare aux diminutions sur beaucoup de sites de la façade. Comme ailleurs, on a eu sur la Côte Bleue un effet d'aubaine à la fin des années 80, début des années 90, des aides publiques à la pêche d'origine européenne, française ou régionale, et un certain nombre d'installations qui se sont faites, une augmentation de l'activité, un équipement important des bateaux. Et on constate que c'est justement à ce moment-là que la prud'homie de pêche de Martigues a souhaité créer une deuxième réserve, c'est-à-dire que celle de Carille avait été créée en 83, 10 ans avant, et en 93, ils ont eu une démarche volontariste auprès du parc marin de la Côte Bleue pour créer une deuxième réserve et pour la protéger avec des récifs artificiels, notamment des obstacles au chalutage. Donc un effet très certainement d'appropriation de l'outil parc marin pour essayer de passer les étapes d'un équipement, voire d'un suréquipement à la pêche qui a eu lieu il y a quelques années. Nous collaborons également, les pêcheurs collaborent avec nous sur tout ce qui est étude des populations de poissons, d'oursins, depuis de très nombreuses années. Donc je vais essayer de conclure, on y est. Prise en compte des espèces sensibles, ça aussi c'est quelque chose qui est important puisqu'on se rend compte que les pêcheurs donnent une valeur au milieu. Au moment où les mérous sont revenus sur nos côtes, ils n'existaient pas du tout, on est dans une partie froide de la Méditerranée. Ils ont systématiquement, ou presque, fait attention à les garder vivants pour qu'on puisse les relâcher dans les réserves. Il faut remonter des phénomènes comme l'apparition du poisson lapin ou des nécroses sur les oursins. Voilà, tout un tas d'indices qui permettent de penser qu'ils portent une attention au milieu et que le parc marin est un outil. L'accueil des enfants au cours des classes de mer, c'est quelque chose qu'ils font depuis très longtemps, puisque les classes de mer qui sont conçues sur la Côte Bleue de façon à ce que tous les enfants scolarisés puissent passer au moins une fois par un de ces stages qui fait une semaine. Donc depuis très longtemps, ils accueillent ces classes de mer. Ils nous aident également à veiller au respect des réserves. Ils se sont constitués partie civile avec nous dans une affaire de chalutage. Ils nous indiquent les périodes dangereuses où il faut augmenter l'intensité de la surveillance.
Et puis la participation à des échanges d'expériences, de valorisation du partenariat avec d'autres pays de la Méditerranée. Autre chose, la création par les pêcheurs retraités de Carreau d'un musée sur les techniques de pêche, enfin d'un musée, d'une exposition. Preuve là aussi qu'il y a, donc c'est en liaison aussi avec le parc marin, qu'il y a une valeur qui est donnée au territoire. Comment on a communiqué ces différents résultats? Alors c'est au travers de différentes communications scientifiques, à la participation aux guides techniques divers qui sont parus ces dernières années, dans le DOCOB, etc. On a sûrement loupé beaucoup de cibles, mais on a essayé de participer à ces différentes initiatives. Autre chose qui est assez important, qu'on a constaté hier avec le maire de Saucé-les-Pins, on participait à la réunion annuelle d'exposition des classes de mer de la ville de Saucé, et on s'est rendu compte que ça faisait 30 ans que ces classes de mer existaient sur Saucé-les-Pins. Et une des enseignantes avait apporté son cahier de classe de mer lorsqu'elle était enfant, qui a permis de voir comment les choses avaient évolué, ou pour certaines peu évolué, mais un message qui avait continué à se perpétrer auprès de l'ensemble de la population. Et ça, je crois que c'est aussi un élément important de l'action du parc, donner une valeur du milieu marin aux habitants, expliciter ce qui s'y passe, essayer de partager les enjeux. Voilà, je vous remercie. Vous préférez passer directement à la présentation ou on ouvre les questions? Vu le temps, on va passer aux deux présentations et on regarde les questions ou les commentaires. Oui, donc Capucine Serre, chargée de mission tourisme durable au parc de Camargue. Donc on m'a demandé d'intervenir sur la fréquentation touristique du parc naturel régional de Camargue. Pour résumer, le parc, c'est 3 communes, Arles, les Saintes-Maries-de-la-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Les principales données touristiques qu'on a aujourd'hui sur le parc, elles sont issues d'une enquête de fréquentation menée par le comité régional du tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui date donc de 2010-2011. En fait, le conseil régional et le comité régional du tourisme savent que la région est attractive, comme le disait l'élu ce matin, c'est la première région attractive de France, mais en région PACA, ils voulaient aussi valoriser les espaces naturels, et à travers cette enquête, en fait, ils nous ont permis aux 5 parcs de pouvoir avoir quelques données. Pour recadrer un peu l'enquête, c'est 25 000 questionnaires qui ont été passés, dont 700 en Camargue. Et donc c'est un très gros dispositif au niveau régional, au niveau des aéroports, des gares. Voilà, un dispositif qui coûte quand même 600 000 € à peu près. Donc c'est des dispositifs qui sont assez exceptionnels et qui sont faits plutôt tous les 5-6 ans. Donc globalement, en Camargue, on a estimé la fréquentation touristique à 800 000 touristes, c'est-à-dire 800 000 personnes qui dorment sur le territoire, sur les 3 communes. Auxquels on peut ajouter à peu près 4,7 millions d'excursionnistes. Donc ce sont des gens qui viennent passer la journée en Camargue, et notamment sur le littoral. Donc on voit qu'on a quand même une pression assez importante sur notre territoire. Les 800 000 touristes, on a estimé qu'ils généraient à peu près 3,2 millions de nuitées sur le territoire, et donc 210 millions d'euros injectés dans l'économie locale. Il faut mesurer un petit peu ces chiffres, ce sont des grandes tendances. C'était en 2010-2011, la crise est passée un petit peu par là, et puis c'est quand même des enquêtes régionales, donc voilà, il faut quand même mesurer ces données-là. La dépense, elle serait d'à peu près 65 € par jour et par touriste. Donc on voit aujourd'hui que le tourisme en Camargue, c'est la première activité économique. Les touristes sont tout à fait conscients qu'ils sont dans un parc naturel régional. On a posé pas mal de questions sur les notions de parc naturel. Donc ils confondent parc national, réserve, parc naturel régional, mais ils sont conscients qu'ils sont sur un espace protégé, et c'est aussi ça qui les motive à venir.
Donc on a quand même un enjeu aussi d'éducation au territoire et de préservation qui sont importants. Donc le parc a mis en œuvre pas mal d'actions pour essayer d'orienter un peu le développement touristique vers un tourisme plus durable. Donc comme certains parcs et réserves, on est engagé dans la Charte européenne de tourisme durable. On développe aussi la marque parc pour labelliser des prestations de qualité. Et du coup, ma collègue Delphine va parler aussi d'une étude de cas à Salengiro où on essaie d'amener un village à s'orienter vers un tourisme un petit peu plus écologique, écotouristique. Bonjour, Delphine Marobin, chargée de mission littoral et milieu marin au Parc naturel régional de Camargue. Donc l'idée là, c'est de vous présenter justement une étude qui avait plutôt l'objectif d'anticiper les bénéfices socio-économiques qu'on peut avoir sur un territoire en devenir protégé, puisqu'il s'agit d'un site qui était anciennement qui appartenait au Salène du Midi et qui a été vendu en 2009 au Conservatoire du Littoral, le site des étangs et marais salins de Camargue, qui couvre quand même 7000 hectares. On est sur un site, enfin là c'est... Donc je n'avais qu'une diapo à disposition sur les 3 que l'on avait droit. Donc j'ai juste positionné le site que l'on voit en gros... vous voyez la zone verte, la zone marron et la zone bleue. C'est en gros dans cette partie-là qu'on a notre territoire, qui est situé à la fois à proximité de la réserve nationale de Camargue, qu'on voit à l'ouest, qui est un territoire de environ 13 500 hectares protégés, une réserve intégrale en Camargue. On est sur la commune d'Arles. Et sur une zone qui n'est pas du tout développée en termes de tourisme. Ça n'a jamais été l'objectif de la commune sur ces plages et ces zones humides, puisqu'il y avait aussi une grande occupation par les Salins du Midi. C'est aussi une zone où on a à la fois différents types de zones humides, d'anciens marais salants, des lagunes. On a une zone de nidification pour le flamant rose très, très importante sur l'étang du Fangassier. On a des plages qui sont en proie à beaucoup d'anarchie, avec du camping sauvage sur lequel on essaie de travailler avec le conservatoire depuis 2012 d'ailleurs, avec des activités nautiques de type kitesurf, c'est un spot de kitesurf, Bauduc, et aussi beaucoup de pêche à pied amateur, de pêche à la ligne, donc beaucoup aussi de conflits d'usage. Et donc ce site est très difficile d'accès, on a des digues un peu partout, beaucoup de zones... ne sont pas développées d'ailleurs pour l'accès. Hein. Et donc on a aussi des activités de chasse et de pêche dans les étangs. Bon, pour l'historique du territoire, puisqu'il fallait aussi faire avec cet historique, le village de Salengiro, qui appartient à la commune d'Arles, a été entièrement développé autour de l'activité salinière. On a des gens qui sont venus de différents endroits en Europe, Italie, Espagne, Grèce par exemple, et tout a été construit autour de cette activité, et le groupe Salin a été très présent dans le développement du village. Au point même qu'ils ont accès à certaines plages sur lesquelles on accède par des terrains des Salins du Midi, et il faut être saligné pour pouvoir y accéder. Et donc là, ce village est en proie quand même à un gros souci économique avec cette déprise de l'activité salicole, un gros besoin de développer quelque chose de nouveau, une forte demande, avec au début un peu d'hostilité vis-à-vis de l'arrivée du Conservatoire du Littoral. Et donc là, l'idée du Conservatoire, avec cette étude qui a été menée en 2013-2014, c'était de voir quelles étaient les potentialités du site en termes justement de valorisation socio-économique. Donc il y a eu d'abord un diagnostic avec toutes les potentialités. Ensuite, parmi toutes ces potentialités, on est passé au crible en fait de 3 critères. D'abord, être en accord avec les objectifs forcément d'un milieu protégé par le Conservatoire du Littoral. Ensuite, être en accord avec la réglementation en vigueur. Ça paraît bête et méchant, mais sur un site comme Bauduc, il faut se poser la question. Et ensuite, être faisable techniquement et viable économiquement. Donc, il y a plusieurs propositions qui ont été faites d'aménagement, plusieurs hypothèses d'aménagement autour de l'élevage, de la pêche et surtout du développement de nouveaux types de tourisme qui tournent autour de la nature et du sport, de la connaissance des espaces naturels, de la biodiversité, de la découverte aussi du patrimoine culturel à travers l'historique de Salengiro.
Et on en est maintenant justement à développer des porteurs de projets autour de ce travail, parce que le conservatoire est allé au-delà simplement de ses limites. Il a aussi vu les possibilités sur le village de développement, de valorisation. Et on mène avec le parc une concertation auprès du village de Salengiro, à peu près des habitants, pour monter avec eux des projets. Voilà, on est vraiment au tout début, et toute cette concertation, tout le fait qu'on puisse mettre autour de la table des gens qui sont sur un territoire en devenir, en reconversion, c'est aussi un apport, je pense, en termes de retombées sociales de l'arrivée du conservatoire. Ouais, écoutez, prendre le micro. Donc sur les deux présentations, simplement pour faire un petit brief et relancer après la plateforme, pour partir donc du particulier plus général, on a donc deux cas qui se ressemblent et qui se différencient. On a dans les deux cas du tourisme, d'un niveau service écosystémique ou service écologique. On a dans les deux cas une évaluation des usages, puisqu'une évaluation économique, qui est venue avec un différent objectif. Vous, dans un objectif de prospection, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces usages et comment on peut le mettre en valeur, ce territoire. Vous, plus dans une optique, si je ne me trompe pas, de connaître bien la perception de vos usagers, c'est-à-dire vous aviez un parc qui était là déjà depuis 15 ans ou 20 ans, un problème peut-être d'acceptation, vous vouliez savoir qu'est-ce qui était accepté, qu'est-ce qui n'était pas accepté, et quel élément de langage vous pouviez utiliser pour être un peu plus sexy, on va dire, pour être un peu plus communicable, parler autre chose que de biomasse de poisson et peut-être de plus de retombées économiques. Est-ce que c'est un peu ça les deux objectifs qu'il y avait derrière ? Non, c'était la difficulté de faire partager à la population les enjeux maritimes. Finalement, on est sur des populations littorales qui n'ont pas conscience exactement de la façon dont ça fonctionne. À la fois le milieu marin sur ses aspects biologiques, mais aussi notamment la pêche professionnelle. Tout est amalgamé sur une même catégorie, dans la même catégorie, et la population ne fait pas toujours le distinguo entre les différentes techniques, les techniques sélectives qui sont totalement compatibles avec le travail que l'on fait sur la Côte Bleue, avec le parc marin de la Côte Bleue. Donc, ces éléments complémentaires qui ont été apportés par différents programmes d'études menés à une échelle donc européenne ou nationale, puisqu'on était un des sites d'appui parmi d'autres de ces études, ont permis aussi d'avoir des chiffres pour parler aussi à la population et aux élus de ces aspects-là. Voilà, c'est ça qui était un petit peu un jeu. Pas la remise en cause du parc marin qui, dès le départ, avec les classes de maires qui étaient voulues par tous les maires de la Côte Bleue, dès la création du parc marin, alors qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de moyens, se sont créés et ont permis de faire déjà un premier lien avec la population. Oui, moi je voulais juste dire entre les deux communications et par rapport à tout ce qui a été dit depuis ce matin, en fait, quand on parle de valeur économique, il faut bien distinguer deux choses, c'est-à-dire la valeur d'utilité et la valeur que l'on accorde dans l'absolu à quelque chose, et puis la valeur des flux monétaires qui sont générés dans l'économie locale. Et donc, ce qu'il apparaît, c'est que le parc est très bien vu, mais que dès qu'on commence à voir la partie économique, on voit moins les retombées. Et dans votre communication, vous montrez aussi qu'il y a beaucoup d'excursionnistes, de gens. Et donc la question, c'est de créer des activités qui à la fois préservent l'environnement, ne le dégradent pas, mais permettent aussi de générer des flux. Donc quelqu'un qui vient juste la journée n'est pas les mêmes dépenses. Donc là, il y a vraiment une stratégie de développement local, de réfléchir en fait à la façon de mieux valoriser économiquement quelque chose, indépendamment de la valeur que les gens y accordent. De mieux valoriser économiquement, finalement, les retombées en choisissant, finalement, des segments, des choses dont on sait qu'elles vont s'inscrire dans le projet de territoire, valoriser culturellement, valoriser des ressources disponibles et permettre des retombées économiques qui, justement, parleront aux élus, seront un peu le fer de lance d'un territoire qui sera centré autour. Nous, par exemple, en Languedoc-Roussillon, quand on a eu la mission Racine d'aménagement, on a fait le choix des résidences secondaires. C'était un très mauvais choix, parce qu'en termes de retombées économiques, ce n'était pas le meilleur choix économique. C'était un autre choix, c'était un choix politique. Donc ça fait partie des choix dont il faut qu'on se
des questions dont il faut qu'on se pose pour valoriser le mieux possible le territoire en essayant de valoriser l'ensemble des services écosystémiques, que ce soit la sensibilisation, l'émotion, les retombées, la chasse, la pêche, mais aussi des retombées économiques issues de certaines activités. Voilà. Donc peut-être qu'on va... Oui, voilà. Je peux faire un commentaire aussi sur ces deux présentations. Il me semble aussi qu'il y a un troisième point commun qui est aussi la volonté de consulter la population en amont sur le parc de Camargue, hein, sur un projet nouveau, en aval et en cours d'opération sur la Côte Bleue. Il y a une volonté aussi de communiquer, de faire savoir, et il y a une volonté d'éduquer qui est moins vue sur le parc de Camargue, mais je connais parce que je connais qu'elle existe, est très marqué là-dessus. Donc je pense aussi qu'il y a ces corollaires hein, qui sont la communication, la consultation de la population, et que c'est des éléments importants de la réussite de ces projets. Hein. Donc c'est aussi des éléments qui me semblent communs à l'ensemble des projets qui ont été présentés. Donc avant de laisser la parole au public, simplement garder en tête donc l'objectif de cette table ronde. Donc déjà, évaluation, je ne me rappelle plus l'intitulé exact, mais vraiment évaluation économique ou socio-économique de la réserve ou des services écosystémiques produits par la réserve. Pourquoi? Il y avait aussi un petit peu de comment et qu'est-ce qu'on en a fait. D'accord? En gros, les trois mots-clés. Donc essayons de garder aussi les questions par rapport à ces trois mots-clés pour pouvoir avancer et avoir des restitutions assez concrètes. Par rapport au but de l'atelier. Donc, le pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on a fait avec ces évaluations. Merci. Trop précis? Oui. Ouais, moi, j'avais une question pour les collègues du parc naturel régional de Camargue. Vous avez bien indiqué, ça c'est important, que les touristes qui viennent ou excursionnistes savent qu'ils sont dans une aire protégée, savent qu'ils sont dans le parc naturel de Camargue. Je vais un peu creuser dans les détails, mais est-ce que vous avez une idée de la proportion? Parce que quand on est sur des territoires qui ont un tel attrait, une telle renommée, j'ai envie de dire internationale, de par leur valeur intrinsèque, quoi, patrimoniale, on vit un peu la même chose dans les Calanques. Quelle est, je me fais pas provocateur, mais je pousse un peu la question, la part du fait de dire oui, on vient aussi parce que c'est protégé justement. C'est pas seulement beau et magnifique et splendide la Camargue, mais en plus on sait qu'il y a une gestion appliquée. Parce que j'imagine que aussi vis-à-vis du dialogue que vous pouvez avoir avec les communes et les décideurs, c'est important de pouvoir dégager cette plus-value, même s'il n'y a pas que l'aspect économique. Aider mes collègues, donc en étant aussi membre du conseil de parc et connaissant là-dessus le pourcentage. Alors il faut savoir que cette étude ici elle est très intéressante hein, parce que pendant longtemps on n'a pas su combien il y a de gens qui venaient en Camargue et cette étude nous éclaire mieux, hein, notamment avec ceux qui y restent hein, et qui sont ceux qui produisent le plus d'impact sur l'économie et ceux qui ne font que passer. Il est une autre étude qui a été faite il y a quelques années qui montre qu'il y a à peu près 500 000 personnes qui vont visiter là-dedans des espaces naturels, regroupés dans les uns et les autres. Donc les autres sont aussi attirés par l'image du delta, la protection du delta, mais surtout aussi par le mythe Camargue. Ça touche Arles, cet endroit-là. Hein. Donc ce n'est pas simplement les espaces naturels. La commune d'Arles et la ville d'Arles est incluse dans l'étude. Ça touche les Saintes-Maries de la Mer. Hein. Donc avec tout ce qui est porté, ça touche la plage, la mer. Hein. Donc c'est des éléments, je dirais aujourd'hui, qui sont quantitatifs, qui sont intéressants, mais qui manquent d'éléments qualitatifs pour pouvoir justement savoir quelle est la quantité de gens là-dedans qui sont venus simplement parce que c'est un espace naturel protégé. Hein. Si on s'en réfère aux chiffres de visite d'un espace naturel protégé, privé ou public, hein, sachant qu'il y a 2 gros espaces privés qui sont visités, c'est 500 000 personnes. Ça veut dire que c'est à peu près 10% de ces chiffres. Alors ceci dit, c'est à affiner parce que la Camargue, c'est aussi plus qu'un espace naturel, c'est un mythe. C'est un mythe, un des mythes de français existants, hein, c'est-à-dire c'est un lieu mythique. Hein. Il y a une étude qui avait été faite il y a quelques années là qui montrait que grosso modo, 80% des gens qui venaient en Camargue étaient déçus parce qu'ils n'avaient pas atteint un objectif et que par contre le taux de renouvellement était formidable parce que ce mythe, les taureaux, les chevaux, les gitans, les flamants roses et je sais encore, vont porter une image très, très forte. Hein, je dirais la Camargue communique toute seule.
par cette force-là. Il manque des éléments là-dedans de compréhension, mais ceci dit, je dirais que c'est énorme parce qu'on n'avait pas ces chiffres-là, et ça permet aussi de détailler des stratégies. Un visiteur, donc ça veut dire que dans une stratégie, je reviens un petit peu au Marais du Vigan de ce matin, dans la stratégie, c'est garder les visiteurs 3 heures. Parce que 3 heures, on se pose la question de est-ce que je vais manger, est-ce que je vais dormir. Et donc si vous arrivez à garder les gens plus de 3 heures, vous allez pouvoir utiliser le potentiel financier, etc. Et si en plus vous organisez dans un secteur particulier, vous allez pouvoir favoriser dans la stratégie les gîtes, les restaurants, ce type de choses-là. Donc c'est très en amont, et il y a un véritable outil à disposition du parc, et qu'il utilise pleinement aussi dans la définition de sa stratégie et en lien avec les acteurs. Parce qu'à San Giro, il y a une opération ponctuelle, mais il y a aussi le conseil de parc, qu'on appelle le petit parlement de la Camargue, qui est ouvert aux associations et aux acteurs, et qui permet aussi de transférer ces résultats, de diffuser ces résultats, etc. Aujourd'hui, le maire d'Arles cite très régulièrement, là, il se trompe, il dit 85 €, alors que c'est 65 €, mais parce qu'il essaye d'aller plus loin. Mais aujourd'hui, je dirais que cette étude est remarquablement utilisée par les acteurs de l'économie, les acteurs politiques, en disant, regardez, on a un potentiel, qu'est-ce qu'on en fait ? Reste beaucoup de travail derrière. Je vais de laisser la parole. Je pense que là, il y a quand même un point qui est intéressant, c'est simplement faire un flashback 10 ou 15 ans avant. Quand on parlait de réserve ou quand on parlait d'espace naturel, on parlait de comment améliorer la biomasse du Mérou ou d'un habitat. Aujourd'hui, on passe quand même d'un autre langage. Donc là, tu viens de parler, il faut qu'on garde les touristes 3 heures pour améliorer. Donc on est quand même passé d'une gestion très, très, très conservationniste, espace naturel, à cette même gestion avec aujourd'hui ce qu'on appelle donc les services écosystémiques qui nous permettent de mettre les usagers et l'usage et la finance à l'intérieur avec une optique évidemment aussi écologique. Mais il y a quand même un élément de langage qui change. Je pense que les gestionnaires des AMP aujourd'hui en sont conscients aussi. On n'est pas encore entré dans la partie financement, mais au moins simplement gestion des usages. Et je pense que c'est un point qui est important. Il y a une évolution qui est là. Qui va évoluer, je ne sais pas, dans les 15 prochaines années, peut-être vers des parcs encore plus américains, dans une gestion encore plus entrepreneur, on verra, mais on aura peut-être notre touche française qui permettra d'avoir une gestion des usages. Qu'est-ce qu'on fait avec un parc naturel ? Évidemment, on prend soin de la nature, mais on a aussi des retombées économiques très claires. Donc voilà, on a une articulation par rapport au but de cette table ronde qui est assez intéressant. Je laisse la parole. D'après ce que j'ai vu et d'après les données que j'ai à propos de la pêche, des pêcheurs, les ventes ne se font pas de façon formelle. Alors, le pêcheur de loisirs ou le pêcheur professionnel vont directement soit au restaurant, soit sur le quai. Donc, cela, je crois que ça ne permet pas aux chercheurs ou aux scientifiques d'avoir des données fiables et des données sur quoi on peut se baser. Oui, effectivement, les débarquements ne passent pas en criée. Donc, effectivement, les évaluations sont faites à partir des déclarations de capture des pêcheurs professionnels. On n'a pas accès à ces déclarations, donc c'est par le biais d'enquêtes que l'on procède auprès de la pêche de professionnels et auprès de la pêche de loisirs. On note qu'il y a quand même une démarcation claire entre les deux activités sur la Côte Bleue, c'est-à-dire que l'activité des pêcheurs professionnels est quand même complètement déclarée, ouverte. Il y a une vente sur le quai, mais c'est une vente tout à fait officielle. L'activité de vente des pêcheurs de loisirs est sûrement quand même beaucoup plus confidentielle que dans certains pays. Voilà. Oui, Christine Sandel, conseillère régionale. Alors moi, j'ai l'immense bonheur de siéger au conseil d'administration du parc marin de la Côte Bleue et au parc naturel régional de Camargue. Alors j'ai 2 questions à vous. D'abord, Frédéric, est-ce qu'il y a une synergie entre, par exemple, le site du Conservatoire du littoral sur la Côte Bleue, où il y a le centre de plongée UCPA, donc des plongeurs qui vont très certainement autour du parc marin de la Côte Bleue. Est-ce qu'il y a des synergies entre les différentes, en termes d'éducation, est-ce que vous allez, vous, vers ces structures-là pour diffuser un peu de l'information ?
Et puis, après, j'ai d'autres questions pour Delphine. Donc, pour le parc de Camargue, je voulais savoir si les habitants, les résidents, les touristes qui s'installent sur la plage de Piémançon pendant 6 mois sont comptabilisés comme touristes, sont comptabilisés comme résidents temporaires. Voilà, c'est une question un peu pointue. Et puis, je voulais savoir pourquoi tu n'avais pas, Delphine, parlé de la réserve marine, justement, de cette interface terre-mer, où c'est un projet extrêmement innovant, quand même, dans le parc naturel régional de Camargue, qui jusqu'à présent n'avait pas les pieds dans l'eau. Et là, dorénavant, donc, il est gestionnaire d'une réserve marine qui est assez extraordinaire. Donc, c'est peut-être un choix qu'on t'a imposé ou pas? Alors, c'est vrai que pour la dernière question, la thématique aujourd'hui, elle touche à la fois à la zone littorale dans son ensemble, les zones humides, le milieu marin. Et c'est vrai que vous avez remarqué, à chaque fois, il y avait une présentation plutôt milieu marin, une présentation plutôt littoral, zone humide. Donc forcément, c'était aussi un peu logique qu'on intervienne sur ce sujet-là, sachant que la question, le site dont j'ai parlé, du conservatoire du littoral, va en plus glisser sur la partie marine, puisqu'il est prévu qu'il s'étende jusqu'aux 700 mètres avec une attribution du DPM. Et la zone de protection de biotope de Baudu qui a été créée en septembre 2013, sur laquelle il y a l'herbier qui est à cette interface terre-mer, sera comprise forcément dans le site. Donc il y avait quand même un glissement prévu. Et donc voilà, donc tout simplement, c'est parce que la demande, c'était plutôt de parler des questions liées à la fréquentation touristique et à la valorisation. C'est pour ça que je ne suis pas intervenue. Et puis sur les bénéfices, c'est vrai qu'on est au tout début, donc c'est pas évident quand quelque chose vient de se créer en 2013 de parler d'emblée de bénéfices au-delà de l'aspect concertation et le fait que tout le monde est fier d'avoir créé, pour le cantonnement de pêche, un projet qui vient du choix, de la volonté des pêcheurs. Pour la deuxième question, je laisserai plutôt la parole à Capucine par rapport à cette qui a suivi particulièrement l'étude sur la fréquentation, mais je ne suis pas sûre qu'il soit comptabilisé comme touriste. Car c'est une occupation illégale, sauvage et qui perdure depuis des années aux yeux de tout le monde, valorisée par les médias. Ça, je tiens à dire, c'est un gros souci chez nous. On a Thalassa qui valorise ça, c'est inadmissible, il n'y a personne qui dit rien. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans sur ce sujet, j'avoue que je suis vraiment très aigrie. Je n'apprécie même plus d'en parler, j'avoue. Donc, s'il peut y avoir une aide de gestionnaires autres même que nous en tant que parc, ce serait vraiment un soutien, ne serait-ce que moral, et des idées de propositions pour intervenir sur ce type de camping sauvage, de fréquentation d'un site où eux, on prenne que les bénéfices du site protégé avec beaucoup d'impact négatifs, avec finalement une reconnaissance médiatique et sociale un peu ambiguë qui fait que c'est difficile d'intervenir. Voilà, très difficile. Donc en effet, je confirme que les personnes à Piémançon ne sont pas comptabilisées dans l'étude. Maintenant, on a quand même quelques chiffres. On estime à peu près à 15 000 personnes les jours de pointe. Et donc dans l'année, on estime que c'est à peu près 100 000 personnes qui pourraient venir sur la plage de Piémançon. Là, l'enquête qui a été faite a été plutôt sur des sites internet, dans les aéroports, les gares, dans les hôtels, les sites de visite comme le Marais du Viguera. Donc on n'est pas allé jusqu'à Piémançon pour questionner les gens. Voilà. Je peux faire un petit commentaire là-dessus. C'est intéressant parce qu'il y a une forme de tourisme social. Identifié comme social, un patrimoine social de l'humanité. Certains défendent cette idée-là, qui touche Bauduc, qui touche la plage de Piémançon, et qui fait l'objet aujourd'hui de positions très tranchées entre la position purement environnementale et la position purement sociale. Et là, je dirais qu'il y a un enjeu énorme pour les acteurs de Camargue d'essayer de trouver des compromis intelligents sur ces formes de tourisme, qui sont aussi des formes de tourisme peu cher, avec des retombées sur le territoire qui sont différentes et qui permettent aussi à certaines personnes d'accéder à un tourisme populaire, différent, même si aujourd'hui c'est un petit peu une forme de culture, ce qui est connu aussi à Marseille sur les cabanons, qui est connu à Port-Saint-Louis sur les cabanons, etc. Et où là il y a une rencontre entre l'usage, je dirais social du littoral et l'usage environnemental du littoral, et sur lequel il faudra trouver des solutions, parce qu'il y a une source de conflit qui est très fort là-dessus. On a entendu Delphine, elle est touchée par ça. Moi j'y suis plus loin, donc je suis moins touché, mais je pense que véritablement il
il y a un enjeu aussi sur d'autres formes de tourisme et d'appropriation. On a parlé de la pêche et de la pêche de loisirs, etc., qui est une forme d'appropriation aussi du littoral. En Camargue et dans certains lieux, c'est aussi une forme d'appropriation du territoire littoral extrême qui est la plage sur des formes de tourisme social peu coûteuses et accessibles, alors avec des conséquences en termes d'entretien, d'impact, etc., qui ne sont pas négligeables, mais qu'on ne peut pas oublier. Moi, je disais ce matin, et je le rappelle, il y a un risque de fracture sociale, environnementale, entre des citadins et des gens avec peu d'argent qui auront de la difficulté à accéder aux espaces naturels. Pas tous. Quand on prend un exemple comme Marseille, la mer étant sur la ville, cet espace est aussi un espace social facile d'accéder avec des transports en commun, etc. En Camargue, ce n'est pas le cas. Si vous n'avez pas de véhicule, c'est quasi impossible d'aller en Camargue dans un espace naturel. Et se posent aussi les questions d'aménagement du territoire en lien à ces problématiques. C'est un peu ce que je disais ce matin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des problématiques sur le tourisme autour des espaces naturels qui est de l'ordre de l'aménagement du territoire, de l'ordre des stratégies qui concernent les décideurs du territoire, et avec un risque de coupure dans la population, donc population qui a des moyens et qu'on peut valoriser économiquement, qui viennent dans les espaces naturels, et population urbaine ou sans moyens de transport facile, qui va être coupée de cet environnement. Il y a un risque non négligeable autour de ces problématiques auxquelles il faut tenir compte. Sur la première partie de la question, les relations avec le Conservatoire du littoral, c'est vrai qu'en termes de gestion, elles ne sont pas évidentes parce que on est sur une zone, la Côte Bleue, sous forme de falaise au droit des terrains du Conservatoire du littoral. Et donc, il n'y a pas de milieu de transition comme lagune, zone humide, qui permettrait d'avoir une gestion plus concertée, disons plus intégrée. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des classes de mer, il y a systématiquement une visite des terrains du Conservatoire du littoral, une présentation des terrains. Avec le centre UCPA qui donc maintenant est locataire des bâtiments qui appartiennent au Conservatoire du littoral, il y a eu plusieurs actions de sensibilisation auprès des moniteurs et même des stages qui ont été montés sur la formation des moniteurs. Il y a encore des choses à faire en termes de gestion des sites de plongée. Donc, on va développer dans le cadre de Natura 2000. Il y a d'autres aspects qui sont là, les aspects volonté locale des élus de la Côte Bleue. Si le parc marin s'est créé sur la Côte Bleue, c'était aussi qu'il y a eu un certain nombre d'élus qui ont poussé, puisque c'est quelque chose qui est parti du local. Et notamment, il y a eu une forte volonté à la fin des années 70, début des années 80, de soustraire à l'urbanisation toute la partie est de la Côte Bleue, qui est une zone naturelle, et pour laquelle les communes se sont battues jusqu'à l'acquisition par le Conservatoire du littoral de 3300 hectares. Donc quelque chose qui est resté longtemps une des plus grandes acquisitions du Conservatoire. Et le fait que le parc marin soit là a aussi permis d'aller un petit peu plus loin, puisque récemment, en 2013, il y a eu une procédure de classement sur 5000 hectares des terrains littoraux du massif de la Nerte, étendus à la mer, jusqu'à 500 mètres en mer. Donc là aussi, un aspect une conséquence qui est due à la présence aussi du parc marin, à la fois du parc marin et du conservatoire.